Watching from the end of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their arms for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside a heart of broken glass, defiled deep inside the abandoned child. Salut les petits gnous, c'est l'oncle Gurgar. Alors, pour la 4e fois que j'enregistre cette putain de vidéo, parce que j'avais mon voisin qui faisait des trous partout, j'espère qu'il va pas s'y remettre. Inch'Allah, comme on dit dans le bouchonnois. Donc, alors, on va attaquer un sujet rigolo, ou en fait non, pas du tout, qui est le régiment Zob. On va l'appeler Zob, hein, parce qu'on va pas dire A3OB, ça sera un peu compliqué. Et vu que j'ai une tendance à me foirer pas mal, j'ai l'impression que YouTube il va peut-être pas aimer ça. Donc on va tout de suite mettre en place un lexique. C'est-à-dire que quand si je dis hachiste, vous aurez compris. Si je dis naze, je me réfère à tonton Adolphe, hein, qui était un naze. Et pour les nazes de maintenant, on va dire les gros nazes. Voilà. Bon, et on va se prendre donc la source la plus fiable du monde, à savoir Wikipédia. Comme ça, je ne serai pas taxé de complotisme. Enfin, certainement que si, mais bon, ceci est un autre sujet. Et donc, on va commencer. Hein. Voilà. Alors, le régiment Zob, donc Bibibou, connu sous les sobriquets des hommes en noir, il doit son nom à la mer d'Azov. Alors voilà, toi je te vois, tu es totalement inculturé, donc la mer d'Azov, c'est ça. Voilà, donc ici c'est la Crimée, hein. Et puis voilà, là c'est l'Ukraine, par là c'est la Russie. Et puis voilà, bon, comme ça tu auras un petit peu plus de culture. Hein mon petit lapin? Bien. Alors commençons avec l'historique. Unité paramilitaire, contexte. Début 2014, l'État ukrainien est proche de la faillite, et de plus en plus de nombreux soldats, russes, pro-russes de l'armée nationale ont déserté, selon un soldat pro-russe. L'armée ukrainienne est désorganisée et peu motivée. Les appelés du Donbass ne sont plus envoyés combattre la rébellion dans l'Est par crainte qu'ils ne changent de bord. Face à cela, le 13 avril 2014, au lendemain des référendums de Lugansk et de Donetsk, le ministre de l'Intérieur du gouvernement Yatsenyuk, Arsen Afakov, décide de former des milices armées spéciales afin de lutter contre l'insurrection séparatiste à l'Est. Les actions de combat qui sont menées sont dénommées opérations antiterroristes afin de souligner l'illégalité de ces référendums. Il est créé le 5 mai 1984, oui. Le 5 mai 2014 par Andrei Bieletsky, leader de l'organisation ultranationaliste Patriotes d'Ukraine, aussi appelé PU, hein, c'est voilà, leur joli symbole. On reviendra sur les symboles un peu plus tard. Hein. Ainsi que du groupe politique Assemblée Sociale Nationale. C'est pas national-socialiste, hein, c'est l'inverse. Bieletsky quitte ensuite le régiment pour devenir président du parti politique d'extrême droite Corps National. Donc, encore une fois, voilà, voilà. Blablabla. En novembre 2014, le grand rabbin de l'Ukraine, Yakov Bleich, condamne le fait qu'Arsen Avakov ait nommé le commandant adjoint du régiment Zob, Vadim Trojan, c'est un Trojan, chef de la police de la région de Kiev, qualifiant celui-ci de personne à la réputation douteuse et à l'idéologie entachée de hachisme et d'extrême droite. Sous le ministère d'Avakov, d'anciens membres du parti Patriote d'Ukraine se sont retrouvés à des postes de pouvoir. Le mouvement Zob peut être considéré comme l'incarnation d'un nationalisme soldatique situé à l'intersection de l'extrême droite parlementaire de Svoboda et des groupuscules paramilitaires ultranationalistes et gros nazouillons comme Patriote d'Ukraine, dont le commandement initial de Zob est majoritairement issu.
Même si des éloges peuvent être entendus au sujet de Zob, comme celui du colonel Valentin Fedichev qui déclare « Zob a montré son âpreté au combat, ses combattants ont mérité notre respect. Ils participent pleinement à l'effort commun. Nous avons un seul but, lutter contre les terroristes, un seul commandement, ce qui permet une collaboration totale. » Je crois que le terme collaboration est plutôt bien choisi, mais je ne donnerai pas mon avis, je suis parfaitement neutre, hein, d'une part parce que je suis lâche, et d'autre part parce que je suis lâche. Il reste des voix qui ne cachent pas leur méfiance envers cette unité, comme celle d'un proche collaborateur de l'ancien secrétaire Andrei Paroubi, membre du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, qui a déclaré que ni le gouvernement ni le commandement militaire ne font confiance au bataillon de volontaires. Méfiance légitime puisqu'un combattant de Zob menace le gouvernement de Kiev en disant « Lorsque nous en aurons fini avec les pro-russes, nous retournerons à Kiev pour y mettre de l'ordre. » Yavol. Bien, on va passer sur les opérations, on s'en fout. Alors, à la suite du protocole de Minsk, le bataillon Zob est intégré dans la garde nationale en novembre 2014, blablabla. En février 2022 est publiée une vidéo montrant des membres du régiment Zob tremper des balles destinées aux soldats musulmans de Tchétchénie, combattant aux côtés de l'armée russe dans de la graisse de porc. Voilà. Cette vidéo a ensuite été reprise par un compte officiel de l'armée ukrainienne. Donc les mecs, non seulement ils assument, mais apparemment ils en ont l'air plutôt contents. Bon, pourquoi pas. Hein. Bon, que ce soit haram ou pas, ça me dérange pas. Mais bon, peu importe. Ce même mois, des mercenaires de la milice russe Wagner, connue elle-même pour ses penchants gros nazouillons, sont engagés par la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine sous prétexte de devoir des gros nazis stationner l'Ukraine, des groupes tels que Zob. Cela alors que le président d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est lui-même juif. On a le droit de dire juif sur YouTube maintenant? Je sais pas, je me pose la question. Sois gentil avec moi le bot, hein, s'il te plaît. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté au tout début de son mandat de mettre en œuvre des mesures de paix des accords de Minsk, mais des activistes et des membres du groupe ultranationaliste Zob refusent le désengagement et critiquent l'annonce du pouvoir ukrainien. Le 6 octobre 2019, 12 000 manifestants, en majorité des nationalistes, des vétérans de la guerre dans l'Est et des membres d'organisations paramilitaires se sont rassemblés dans le centre de Kiev pour cette marche, scandant notamment des slogans hostiles au chef de l'État accusé de préparer une capitulation. Le 12 mars 2020, Sergueï Sivoko, un conseiller du chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, chargé par Zelensky de créer une plateforme nationale pour la réconciliation et l'unité, a été agressé par des membres du bataillon Zob. Effectif. Alors, le bataillon Zob était composé d'environ 800 volontaires fin 2014, mais vit ses effectifs rapidement augmenter en raison de sa popularité croissante durant l'année 2015, puis l'année suivante, portant le nombre de combattants potentiels à plus de 4000 en fin 2016. Il est estimé en 2022 à entre 3500 et 5000 hommes, sur un total de 200 000 à 500 000 soldats de l'armée ukrainienne. Les mecs, votre delta, il est bon, hein, parce qu'entre 200 000 et 500 000, quand même, il y a un grand écart. Hein, un écart. Le premier commandant du régiment Zob, jusqu'en octobre 2014, est Andrei Biletsky, dirigeant des organisations d'extrême droite, Assemblée sociale nationale et patriote d'Ukraine. Igor Mikhailenko lui succède jusqu'en août 2016, puis Maxime Yorin commande l'unité jusqu'en septembre 2017. Depuis septembre 2017, Denis Prokopenko est à la tête du régiment. Les volontaires ukrainiens, Yaroslav Gonchar affirme que le noyau des hommes est issu des services d'ordre et de manifestants de l'Euromaïdan depuis le 21 novembre 2013. Le commandant du bataillon déclare à la presse que ce bataillon est formé de patriotes ukrainiens ayant déjà une expérience du combat de guerre. On se demande où ça, d'ailleurs. Bon, je ne supputerai pas. Jusqu'au 18 mai 2014, le bataillon n'a guère que 70 combattants au maximum. Lorsqu'arrive cette date, un deuxième groupe d'environ 50 hommes de 20 à 46 ans venant de différentes régions d'Ukraine.
Certains viennent du mouvement Bratstvo, Fraternité, mouvement de Dmytro Korczynski, un grand nombre d'autres des patriotes d'Ukraine, hein, toujours, un groupuscule extrémiste qui appelle à une croisade chrétienne contre les juifs et les autres minorités qu'il considère comme des sous-hommes, Untermenschen, et des combattants venus de l'Assemblée sociale nationale, dont Oleg Odnorozenko, son chef idéologique. En septembre 2014, un combattant du bataillon Zob déclare même que Poutine n'est pas un russe, Poutine est un juif. Quelle horreur, quand même, y a pas honte. Le 3 juin 2014, le bataillon intègre une quarantaine de volontaires entre 20 et 30 ans et son effectif atteint déjà 250 combattants. Ils viennent de toute l'Ukraine. Un noyau dur vient des ultras du Dynamo de Kiev, ceux-là même qui ont agité un drapeau naze pendant le match Angleterre-Ukraine au Donbass Arena lors de l'Euro 2012. Rototo, dégueulasse. Ah, immonde, impardonnable. En octobre 2014, un volontaire nommé Stepan Baïda, c'est pas Bandera, c'est un autre, déclare que l'État ukrainien doit être indépendant et probablement non démocratique. Ou du moins, ce n'est pas la démocratie existante qui doit perdurer. Elle est synonyme d'irresponsabilité et de totale injustice. Alors, soldats juifs au sein du bataillon. Malgré les accusations selon lesquelles le groupe serait antisémite, certains membres de la communauté juive d'Ukraine soutiennent et servent dans le bataillon Zob. L'un de ses membres les plus éminents est Nathan Khazin, chef des Sotnia juives, lors des manifestations Euromaïdan en 2013-2014 à Kiev. Dans un article du Time of Israel du 12 mars 2022, plusieurs soldats de confession juive dénigrent les accusations d'antisémitisme contre le régiment Un de ces soldats, Konstantin Batowski, ukrainien juif de l'Est de l'Ukraine, qui a travaillé de près avec le bataillon entre 2014 et 2015, dit « C'est clair que j'ai eu un choc en voyant des tatouages de croix G. » Rien à voir avec le point G, hein, ou la 3G, c'est pas la même. Sur ces types. Mais j'ai parlé avec eux en permanence du fait que j'étais juif, et des juifs en général, et ils ne m'ont rien dit de négatif. Ils n'avaient aucune idéologie antisémite. Je ne suis pas pratiquant, et pourtant, tout le monde sait que je suis juif. Il faut dire que j'en ai les traits. C'est quoi, c'est le pif et les oreilles j'en sais rien. Bon. Et je n'ai jamais été victime d'antisémitisme de la part des Ukrainiens. Les militaires avec lesquels je travaille maintenant n'ont réellement rien à faire du fait que je sois juif. Alors, ouais, en même temps j'ai envie de dire, tant que tu peux servir de chair à canon, peut-être pas trop de problème. Après, il faut voir. Alors, Daniel Kovzun, ukrainien juif qui a travaillé pour les groupes paramilitaires, raconte: il y avait des juifs orthodoxes dans le régiment Zob, et je sais, parce que j'y étais sur la ligne de front. Tout le monde se fichait de savoir qui était juif, tout ce qui nous intéressait était de garder notre pays unifié. Volontaires et étrangers. L'unité Azov est perçue avant son intégration dans la garde nationale ukrainienne comme un Eldorado pour les suprémacistes blancs. Les comment on va dire, les cotons-tiges, on va les appeler les cotons-tiges, ceux-là. Les antisémites, militants d'extrême droite occidentaux. Elle attire des membres d'organisations gros nazouillons, américaines, européennes, suisses, suédois, italiens, britanniques, français, croates et slovaques, hein, ils ont mélangé les deux, canadiennes, biélorusses, géorgiennes. Les accords de Minsk II, en vigueur depuis février 2015, qui supposaient le retrait de toutes les troupes armées, de tous les groupes armés étrangers, des équipements paramilitaires et des mercenaires du territoire ukrainien, ne purent jamais être mis totalement en application en raison de la présence de combattants étrangers au statut irrégulier, toujours actifs en 2016. J'ai envie de dire, quand tu as envie de virer des mecs comme ça, tu peux les virer assez facilement. Hein. Le financement initial est assuré par le milliardaire ukraino-chyprio-israélien Igor Kolomoïski. C'est lui. Je savais pas qu'il était chyprio-israélien en plus, le ukrainien. Comme quoi on en apprend. Hein. Wikipédia, c'est super bien. Hein. Zob reçut aussi des fonds d'un autre milliardaire, Sergei Taruta. Je ne connais pas. Dès septembre 2014, date à laquelle Zob intègre la garde nationale ukrainienne, le financement et l'armement sont assurés par le ministère de l'Intérieur ukrainien et les combattants touchent une somme de 6000 hryvnias, soit $316.
Bah, hein, les pays du tiers-monde, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, 316 $, c'est une paye. Hein. Alors, l'entraînement. Entraînement américain. Le 29 mars 2015, le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Arsène Avakov, déclare dans un post Facebook que les Américains vont envoyer à partir du 20 avril 2015 290 parachutistes en Ukraine entraîner des unités comme le bataillon Zob. Le gouvernement canadien, qui enverra des troupes pour entraîner l'armée ukrainienne, refuse de former le régiment Zob à cause de ses sympathies à gros nazouillons. Jason Kenney, j'ai failli dire Kennedy, mais c'est pas ça. Ministre de la Défense précise que le Canada ne doit pas permettre qu'un petit nombre de pommes pourries dans un bataillon définisse la nouvelle Ukraine. Tout à fait d'accord. Cependant, le 12 juin 2015, le Congrès américain vote un amendement qui interdit toute formation militaire et financement pour Zob. Selon les élus américains, le régiment Zob est considéré comme une troisième force dans la guerre du Donbass, non soumis à l'autorité du président Petro Poroshenko et ignorant les accords de Minsk. À la suite de ce vote, le représentant démocrate John Conyers déclare qu'il est satisfait que nos militaires ne formeront pas cet odieux et méprisable bataillon de nazes. En 2016, suite à des pressions du Pentagone, l'amendement Conyers-Yoho, qui bannissait le financement des groupes gros nazouillons, a été annulé. On se demande bien pourquoi. Embrigadement de la jeunesse. Le régiment Zob, sous la tutelle de son corps civil, a mis en place, depuis l'été 2015, un camp d'été dans les environs de Kiev qui accueille les Azovets, c'est-à-dire des enfants et adolescents à partir de 6 ans dont les parents sont les miliciens de Zob, afin d'apprendre le maniement des armes de guerre et les techniques de combat et aussi d'acquérir les compétences d'autodéfense et de survie. Ouais. Sur fond de chant patriotique, Haïli, Haïlo, ho ho, et de simulation de combat. Les camps ont été fréquents en Ukraine, mais celui-ci a la particularité d'être bien plus extrême. Ça semble bizarre quand même tout ça. Hein. Pour le journaliste Manlio Dinucci, je pense que c'est un Italien avec un nom comme ça, Zob n'est pas qu'une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique dont Bieletsky est le chef charismatique, en particulier pour l'organisation de la jeunesse qui est éduquée dans la haine des Russes, avec son livre « Les paroles du Führer blanc ». Ya. Alors, entraînement des civils, pendant l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, des civils ukrainiens, dont des personnes âgées, suivent des formations militaires, certaines organisées par Zob. Bon. Les exactions, alors on va commencer à se marrer un peu, ou pas en fait. Le 8 septembre 2014, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk, le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Shetty, exhorte le gouvernement ukrainien à mettre fin aux atteintes aux droits de l'homme et aux crimes de guerre commis par les bataillons d'engagés volontaires agissant aux côtés des forces armées ukrainiennes régulières. Le 14 octobre 2014, les bataillons Zob et Haïdar, accompagnés par 4000 personnes qui célébraient le 72e anniversaire de la création de l'UPA. Alors l'UPA, c'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Oh le con, il recommençait. L'armée insurrectionnelle ukrainienne. Putain, et franchement, il attend que j'enregistre. Hein. Voilà, c'était une armée de guerriers ukrainienne qui a été donc formée par Dmitro Kliachkivski, Roman Shukchevich Bliat-Saras et Stepan Bandera. On y reviendra sur Stepan. T'arrêtes de faire des trous, toi? Oh, c'est bien, copain. J'en étais où? Vous voyez, donc voilà, qui célébrait le 72e anniversaire de la création de ce truc-là, ont tenté de prendre le Parlement ukrainien. Le 28 septembre 2014, par ordre du gouverneur de Kharkiv, l'oligarque Igor Baluta, je ne connais pas, des miliciens du bataillon Zob, avec d'autres extrémistes, ont abattu la plus grande statue de Lénine, qui a été recouverte de symboles nationalistes et gros nazouillons. D'où le Wolfgang, le Wolfhangel du bataillon Zob. Alors le Wolfgang Sangel, on va revenir après plus tard dessus. Le ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, minimise les faits en déclarant « Lénine, ouais, laissez tomber, tant que personne n'est blessé, tant que cette raclure d'idole communiste n'ajoute pas encore au bilan des victimes, en refermant l'enquête pour vandalisme. »
Voilà. Des croix G, des machins, des trucs, on s'en fout, c'est pas... de toute façon, c'est un connard de communiste. Le 1er janvier 2015, à l'appel du secteur droit, secteur droit c'est Pravi Sector, de Svoboda et du bataillon Zob, une marche a été organisée pour une manifestation commémorant la naissance de Stepan Bandera. Alors on va venir sur Stepan Bandera, c'est lui là, c'est le petit bonhomme là, il est mignon. Donc en fait c'est un mec qui a fait donc l'armée insurrectionnelle comme on disait tout à l'heure, voilà. Dans sa lutte pour l'indépendance de l'Ukraine contre la Pologne et l'Union soviétique, il collabore avec l'armée allemande en créant la Légion ukrainienne sous commandement de la Wehrmacht. Le 30 juin 1941 à Lviv, il rédige avec Yaroslav Stetko une déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Celle-ci étant rejetée par l'occupant naze, il est arrêté et envoyé après janvier 1942 dans le camp de Sachsenhausen, bon, manque de merde, libéré en septembre 1944. Il collabore à nouveau avec les Nazis depuis Berlin. Il fuit en Suisse avant la fin de la guerre pour réapparaître en Allemagne de l'Ouest où il est assassiné par les services secrets soviétiques. Novichok ? Pas savoir. Bien, on y retourne. Donc Stepan Bandera, idéologue nationaliste ukrainien, un des dirigeants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Bon, ok, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les manifestants, dont le bataillon Zob, ont marché jusqu'au Maïdan. La place Maïdan, c'est Maïdan. Ouais. En scandant « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire à la nation, mort aux ennemis, la Russie et la prison des peuples ». Bon, il y en avait aussi qui gueulaient « mort aux juifs », mais ça c'est encore autre chose. En 2016, un rapport de l'ONU rapporte des actes de violation des droits de l'homme, dont des détentions arbitraires et des actes de torture commises par les forces armées ukrainiennes et par les forces paramilitaires attachées auprès du ministère de l'Intérieur, comme le bataillon Zob. En 2016, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé le bataillon d'actes non consentis et d'actes de torture. Un homme handicapé mental, alors ça commence bien parce que attaquer un handicapé mental, ça relève du courage, a fait l'objet de traitements cruels, d'agressions non consenties à l'endroit de son fondement et d'autres formes de violence à l'endroit de son fondement toujours. Par 8 à 10 membres des bataillons Zob et Donbass. Alors les bataillons Donbass, je ne connais pas ceux-là. En août-septembre 2014. En 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, publie un rapport sur le conflit de 2014 dénonçant des actes de torture comme des privations de nourriture, usage de chocs électriques, etc., dont les membres du régiment Azov se seraient rendus coupables. Merde, j'ai dit le mot, Zob. Mais bon, c'est pas grave. Des milices appelées Droujini utilisent pour maintenir une unité pour maintenir l'ordre dans les rues du pays, peuvent agir dans la plus parfaite illégalité et n'hésitent pas à mener des actions coup de poing contre des dealers, des promoteurs immobiliers ou des militants LGBT. Alors, anti-mythe, les membres de Zob promeuvent des personnalités nazes virulemment anti-mythes. Ils font des saluts hash et chantent à huis clos, des fois dans la rue aussi. Les membres pensent même que certains juifs ne seraient pas autorisés à rester en Ukraine s'ils prenaient le pouvoir. Enfin si, ils seraient peut-être autorisés à rester, mais de manière assez définitive et sous forme d'engrais en fait. Voilà. Je dis ça, je fais peut-être de la mauvaise... je fais du mauvais esprit certainement. Pour l'historien Lviv Yaroslav Ritsak, il n'y a pas à dire, les Slaves, franchement, on a vraiment des noms de merde au niveau de l'articulation de ce truc-là, mais c'est impinable. Et encore là, c'est simple, parce que quand les mecs ils commencent à avoir plus de 10 lettres, comme moi par exemple, là ça commence à devenir compliqué. Les nationalistes ukrainiens... Oh l'enculé! Les nationalistes ukrainiens ont pour ennemi principal la Russie, et plus ou presque pas la Pologne.
et essayent d'être politiquement corrects quand ils parlent des juifs. Ils savent que l'Europe moderne ne peut pas accepter l'antisémitisme, ce qui n'exclut pas que, de temps en temps, ils se permettent certaines déclarations antisémites. Pour lui, le nationalisme ukrainien des années 1930-1940 est plus proche du fascisme italien que des nazis allemands. Je vais faire une pause. En 2018, une pétition réunit près de 40 militants israéliens pour les droits de l'homme pour réclamer la fin des ventes d'armes à l'Ukraine. Les signataires affirment que le gouvernement d'Israël vend des armes automatiques militaires Tavor et Negev en conscience du fait qu'elles sont susceptibles de tomber aux mains de la milice Zob. Le 15 octobre 2020, lors d'une marche honorant les collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, où les miliciens Zob défilent avec d'autres nationalistes, une banderole de naphtaline dénonçant, parce que je pense qu'antisémite c'est peut-être un peu trop proche, donc on va dire naphtaline maintenant, dénonçant l'occupation et le vol du pays par un clan juif visant le président juif de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est apparu. Homophobie. En janvier 2018, le régiment Zob déploie une unité de patrouille rue nationale Drouzina à Kiev qui attaque des membres de la communauté LGBTQZSD à Zartiop. Olena Shevchenko, une militante de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, a écrit sur Facebook que la police n'avait rien fait pour empêcher le groupe de membres du bataillon de droite Zob et Pravi Sector, donc secteur droit, de perturber un événement cinématographique LGBT du 18 octobre 2016 à la ville de Tchernivtsi. Okay. 2 personnes ont été légèrement blessées lors de cette attaque. Éric Aunoble, chargé de cours à l'université de Genève, spécialiste de l'Ukraine soviétique, déclare que la Gay Pride de la capitale fait régulièrement les frais de la violence de ces ultranationalistes. Cela se termine à l'hôpital. Anti-ziganisme. Pas bien ça, c'est pas bien. Hein? Les membres de Zob appellent les Roms la racaille zigane. En même temps, peut-être pas tort, hein. Bon, je dis ça, hein. Bon, vous avez vu ma gueule? Non, vous l'avez pas vu en vrai, mais... En janvier 2018, le régiment Zob déploie une unité de patrouille rue nationale Drouzina à Kiev qui mène des pogroms contre la communauté rome. Bon, j'ai envie de dire, les pogroms, c'est un petit peu une tradition dans ce coin-là, hein. Bon, un petit peu l'habitude, quoi. Début 2018, un groupuscule lié à Zob appelé Lemberg Jugend, ou jeunesse de Lemberg, une référence au nom de Lviv, qu'elle faisait partie de l'Empire autrichien, est un nom qui rappelle la Adolf Jungen. La jeunesse H ont attaqué des camps de Roms situés près de Kiev et dans l'ouest du pays, tuant un homme de 24 ans et blessant plusieurs personnes, dont un enfant. Ouais. En juin 2018, une partie du groupe se filme en train de démolir à la hache un camp de Roms situé sur les hauteurs de Kiev, sous les yeux indifférents des autorités. Cette opération n'est pas inédite, puisque c'est la 4e attaque du type en moins de 2 mois. Mais les services secrets ukrainiens, le SBU, suspectent que la Russie pourrait être derrière cette attaque, et l'accuse d'exacerber constamment les tensions interethniques en Ukraine. Voilà. Bah oui, ça doit être aussi les Russes qui ont forcé des mecs à faire des croix-G un peu partout, et puis à fêter l'anniversaire de Stepan Bandera, mais bon, évidemment. Alors, l'idéologie. Gros naze. Le régiment Zob est décrit initialement comme une milice d'extrême droite, liée à l'idéologie gros naze, et d'être liée à l'idéologie des cotons-tiges. Des membres portant des symboles nazes ou ceux et expriment des points de vue gros nazes. Le groupe reprend comme insigne la Wolfsangel de la division CSE Das Reich et le Soleil Noir. Alors, on y reviendra.
Des soldats du régiment ont été vus portant des symboles nazis sur leur uniforme. En 2014, le réseau de télévision allemand ZDF diffuse des images de combattants ZOB munis de masques arborant la croix G et les runes Susse sur de l'infâme corps d'élite en uniforme noir de H-Dolph. Une photographie qui montre un groupe d'hommes en treillis arborant un drapeau naze avec ceux de l'OTAN et de ZOB apparaît sur internet. Alors oui, cette photo, c'est celle-là. Voilà. Alors ils sont mignons, t'as vu, il y en a un, il fait coucou à un copain là-bas. Pour lui, au-dessus c'est le soleil. Voilà. Et puis d'ailleurs, ils ont été mal formés par les Amerlocs parce que pointer son canon vers la gueule de son collègue, c'est pas très... bon. Moi je m'en tape, s'ils arrivent à se buter entre eux, ça me dérange pas. Hein. Je dirais même que ça m'arrange plutôt. Ouais, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Tonton Gurga a une sympathie très très limitée pour ce genre d'énergumène. Voilà, parce que la grand-mère de Tonton Gurga s'est retrouvée en Pologne à l'insu de son plein gré, donc il y a des trucs, disons, ça lui fait pousser les dents. Et si vous regardez bien, il a pas besoin de ça. Donc, j'en étais où? Voilà, voilà, on était là. Une autre photo datant d'au moins 2015 montre un jeune portant un vêtu d'un t-shirt. Ça cause bien la France, chez Wikipédia, ça fait plaisir. Avec le logo de ZOB parmi un groupe d'hommes torse nu autour d'un portrait de Dolph. En 2015, le correspondant de guerre polonais Marcin Ugdowski arrive à pénétrer sur l'une des bases du régiment, située dans l'ancien complexe de tourisme Majak. Ouais. Des touristes lui montrent des touristes. Oh merde, putain. C'est pas possible ça. Oh là, putain de bordel de con. Alors, on continue. Des soldats lui montrent leurs tatouages et emblèmes d'uniforme naze. Alors, dans The Guardian, Sean Walker et Eric, bon nombre de membres du régiment, entretiennent des liens. Bon, reprends-toi, mon coco. Alors, entretiennent des liens avec des groupes de gros nazes. Et même ceux qui ont tourné en dérision l'idée d'être des gros nazes n'ont pas donné les démentis les plus convaincants. Ils citent des tatouages représentant la croix G, et l'un des soldats se présente comme National Socialist. Yeah. Selon le Daily Beast, un truc, c'est un journal américain, site web d'information. Ouais. Le groupe compte parmi ses membres des gros nazes, des cotons-tiges, de la naphtaline revendiquée. Et les nombreux tatouages de croix G de différents membres, ainsi que leur tendance à se rendre au combat avec des croix G ou un signe dessinés sur leur casque, rendent difficile pour les autres membres du groupe de se dédire de façon crédible d'une quelconque affiliation de gros nazes. C'est sûr que ça devient compliqué, hein. En 2019, Lev Kolinkin écrit dans The Nation que l'Ukraine, post-Euromaïdan, est la seule nation au monde à comporter une formation de gros nazes dans ses forces armées. Bah ouais. D'ailleurs, juste pour la blague, comme ça, les Russes avaient appelé à interdire justement les gros nazes. Et il y a 2 pays qui ont rejeté ça, ou 3 peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, dans les pays qui ont rejeté ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu les États-Unis et l'Ukraine. On se demande bien pourquoi. Ça doit être au nom de la liberté d'expression, j'imagine. Alors, Michael Colborn de Foreign Policy qualifie le régiment de dangereux mouvement extrémiste, gros con friendly, avec des ambitions mondiales. Il relève des proximités idéologiques et symboliques avec l'auteur des attentats de Christchurch ayant ciblé une mosquée en 2019, et note que le régiment a courtisé des extrémistes de droite américains à des fins de recrutement. Un porte-parole de l'unité a déclaré que seulement 10 à 20% des recrues étaient des gros nazes. Un commandant relègue cette idéologie à des jeunes égarés, les pauvres. Hein. Nous aussi, on en a des jeunes égarés, les pauvres,
qui brûlent des poubelles en plein centre-ville. C'est des jeunes égarés, les pauvres. Voilà. Faut les laisser faire. Hein. Faut leur mettre des grosses tartes dans la gueule, histoire de les recadrer. Non, 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 non. Ça, sûrement pas. Ça, c'est du fascisme. Ah, du hachisme. Le politologue britannique Richard Sakva écrit que le fondateur du régiment Azov, Andrei Bieletsky, par ailleurs leader de l'Assemblée sociale nationale, a notamment évoqué une mission historique visant à guider les races blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie. Une croisade contre les Untermenschen menée par les Sémites. Ça sent l'amour de son prochain, ça, j'ai envie de dire. Il relie cette idéologie au national intégral des années 1920 et 1930. Le politologue Ivan Katchanovski compare quant à lui l'idéologie du groupe à celle des patriotes d'Ukraine, déclarant la SNA et PU. Alors SNA c'est l'Assemblée sociale nationale, hein, alors avec leur joli logo, et PU c'est Patriotes d'Ukraine avec le même joli logo. Défend une idéologie gros naze, ainsi que l'ultranationalisme et le hachisme. Hachisme. Hein, on va dire quoi, pour ce mot-là, on va dire j'aime pas les crépus, voilà, on va appeler ça comme ça. Cela s'applique également aux membres du bataillon Zob et à de nombreux ultras de football et autres qui servent cette formation. En juin 2015, le ministre de la Défense nationale du Canada déclare que les forces armées canadiennes n'offriraient aucun entraînement ni soutien au bataillon Zob. En 2018, la Chambre des représentants des États-Unis adopte à son tour des amendements interdisant la formation des membres du régiment par des militaires américains, justifiés par les connexions gros nazes du groupe. Des amendements similaires avaient été déjà adoptés entre 2014 et 2017, mais ils avaient été discrètement retirés à cause de pression du Pentagone. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser à Al-Nosra qui faisait du bon boulot. Je sais pas, mais je dois faire du mauvais esprit, j'imagine. Ces retraits avaient suscité les protestations. Le centre Simon Wiesenthal, ils ont dû criser, ouais, avait notamment déclaré que la levée de l'interdiction alimentait le danger de négation de la chouïa en Ukraine. Ouais, mais à mon avis, ça alimente pas que ça, mais bon, admettons. Ça alimente peut-être le danger d'une future chouïa. Mais bon, Facebook a d'abord désigné le régiment Zob comme une organisation dangereuse, avant de le bannir de ses plateformes en 2019 et de le mettre sur sa liste noire, aux côtés du Ku Klux Klan et de Dash 2 en 1, lave plus blanc que le blanc. Lave plus blanc que les blancs même. Mais depuis le 24 février, le jour où la Russie a lancé son invasion, Facebook est revenu sur son interdiction, affirmant qu'il autoriserait temporairement les éloges de Zob, mais seulement si ces éloges sont dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bah ouais, quand même. Hein, quand on a des méchants et qu'on est encore plus méchants que des méchants, bah on les soutient. Hein. Ah ouais, logique. Le centre de lutte contre le terrorisme de West Point qualifie en 2021 l'organisation de néo-hachiste dans un article mentionnant l'arrestation d'un gros naze américain qui correspondait avec Zob. En février 2022, lors de l'offensive russe en Ukraine, les discussions entre les membres de Zob ou avec des militants d'extrême droite étrangers donnent lieu parfois à des propos ouvertement nazes, comme la reprise des slogans « Aïe 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 ouïe ouïe » et « Zik aïe 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 ouïe ouïe », anciennes images réapparaissant à cette occasion sur les réseaux sociaux. Toujours là, bah ouais, quoi, d'anciennes images, hein, comme très certainement celle-là. Hein. Lui j'aime bien, au-dessus c'est le soleil, là je sais pas, franchement, je sais pas ce qu'il fout là, même lui j'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là en fait. Mais bon, bah ouais, parce que avec une barbe comme ça, il serait pas un peu tchétchène sur les bords lui? Hein? Non? Ouais, j'en sais rien. Bon. Ouais, remarque. Peut-être que c'est un énervé qui s'est dit ouais, ils sont de la naphtaline, du coup, voilà. Peut-être.
Blablabla. Toujours lors de l'offensive russe, le fondateur du régiment diffuse une vidéo montrant des membres enduisant, bon ça on a déjà vu, la graisse de porc pour les Tchétchènes, voilà. Selon l'historien Vyacheslav Likhachev, les membres du bataillon sont presque systématiquement étiquetés. Ils sont étiquetés, oui, bien sûr. Je fais des liaisons foireuses, moi. C'est des liaisons dangereuses, ça. Bien que sa composition soit plus hétéroclite qu'il n'y paraît. Bah ouais, il y a que 10 à 20% de connards dans votre truc. Donc, ça va, c'est hétéroclite, quoi. D'ailleurs, entre 10 et 20% quand même, ça fait un gap. Hein, parce qu'entre un dixième et un cinquième, il y a... Bon, moi je dis ça. Le bataillon, dont le noyau est composé de personnes aux idées d'extrême droite radicale, qui a été créé en partie par des personnes ayant un passé de renase, en partie issues des hooligans de football. Bien qu'au printemps, alors preuve hein, quand même que le foot c'est vraiment un sport de connard, il n'y a pas à chier. Hein. On va voir comme on dit dans le sud-ouest, un sport de gonzesse pratiqué par des tapettes. Aucune homophobie, hein. Moi, moi je ne fais que répéter, hein. Je n'en pense rien. À part que le foot c'est un sport de connard, on n'en pense rien de plus. Bien qu'au printemps à l'été 2014, la plupart des recrues soient allées à Azov attirées par la bonne image d'unité de combat, les personnes ayant des opinions radicales de droite constituaient une masse critique dans Zob, le noyau disons. Les nouvelles recrues étaient endoctrinées. Bah, logique. Selon Adrien Nonjon, chercheur à l'université George Washington et à l'INALCO, alors l'INALCO, j'ai regardé tout à l'heure, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste de l'Ukraine, le bataillon Zob connaît une forme de dépolitisation depuis son intégration à la garde nationale par le ministère de l'Intérieur ukrainien. Leurs rangs ont grossi avec des Ukrainiens dépolitisés, simplement admiratifs de leur réussite au combat. Andrei Bilecki lui-même, après avoir quitté le commandement de Zob pour la présidence du parti politique d'extrême droite Corps National, a beaucoup lissé son discours. Il nie les mots très durs qu'il a tenus dans sa jeunesse lorsqu'il parlait de croisade contre les sémites. Il souligne notamment la présence, outre des gros nazes, de monarchistes, d'orthodoxes, de païens et d'écofascistes. Alors, écofasciste, il va falloir que je m'intéresse à ça parce que ça m'a l'air très rigolo. Hein, éco-totalitarisme est un régime autoritaire d'inspiration hachiste mis en place pour préserver l'environnement. Donc, ça m'a l'air drôle. Faut que je regarde ça. Le groupe Zob a été, sous le titre Football hachiste Horde the Frontline, le football est fasciste et la ligne de front, merci pour la traduction. L'un des sujets traités par le comédien de 26 ans, Jamali Maddix, ça sonne bien, dans sa série de documentaires At Zainebourg. Déteste ton voisin, ton prochain, oui, bon, ok, traduction. Dans laquelle il interviewe des extrémistes du monde entier pour comprendre leur mode de pensée, entre images de terrain mélangées à des extraits de son spectacle de stand-up à Zob, est considéré comme un groupe de militants d'extrême droite qui a gagné en légitimité malgré ses racines de gros nazes. Éric Noble, encore lui, chargé de cours à l'université de Genève, spécialiste de l'Ukraine soviétique, affirme en 2022 que le fond idéologique de ce bataillon relève clairement du gros-nazouyationnage. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, création d'un parti politique, parce que bon, Andrei Bilecki, il a fait un truc. Hein. Pourquoi ils mettent Andri? Un coup c'est un Andrei, un coup c'est Andri, un coup c'est Andri. Ah putain, mais mettez-vous d'accord les gars. Le 14 octobre 2007, sous l'égide de Andrei Bilecki, 300 membres du régiment et du corps civil créent à Kiev un nouveau parti appelé Corps National, dont l'ambition affichée est de prendre le pouvoir par les urnes, par les burnes aussi, mais ça c'est... bon. Ils ont essayé. Après ils se sont dit, bon, ok, ça va pas tenir, vas-y, on laisse. Alors, lors des prochaines élections présidentielles et législatives, ils devront conquérir les territoires occupés par les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Bien qu'un temps déclaré candidat, Andrei Bilecki renoncera finalement à se présenter à l'élection présidentielle ukrainienne de 2019. Le parti politique Zob est en opposition avec le pouvoir ukrainien en place. Enfin, le parti
politique de Zob. Ouais, c'est un parti politique de Zob, c'est donc le corps national. Hein. Bon, merde. En 2014, un combattant de Zob déclare « Nous combattons Poutine, mais nous ne soutenons certainement pas Poroshenko, le président de l'Ukraine. » Bien, alors on va passer sur les emblèmes. L'emblème du bataillon Zob reprend les couleurs bleues et jaunes de l'Ukraine, ainsi que le trident ou faucon stylisé, c'est ce truc-là, là. Voilà. C'est un faucon, donc pourquoi pas. Faut avoir de l'imagination quand même. Hein. Je savais pas que c'était un faucon moi, à la base, je me demandais ce que c'était, mais bon. Voilà, c'est un faucon stylisé du blason de l'Ukraine. La bande bleue en bas symbolise la mer de Zob, qui se situe entre le territoire ukrainien et le territoire russe, donc je t'ai montré, hein, et la bande jaune en haut, le ciel ensoleillé. Il reprend un certain nombre d'autres symboles d'inspiration naze. Genre la Volksangel, c'est ça la Volksangel. Un crampon, ancien logo du parti gros naze Svoboda, jusqu'en 2003. La Volksangel fut un symbole utilisé au début par le parti et fut utilisé par plusieurs unités au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment la 2e division Das Reich, réputée tout autant pour ses faits d'armes que pour ses nombreuses exactions commises durant le conflit. Ouais, ils sont bien fait connaître à Ouradour-sur-Glane. Hein, voilà, c'est eux qui ont, pour info, hein, ceux qui connaissent pas, ils ont foutu les gens dans l'église, ils ont foutu le feu. Voilà. D'ailleurs, ça a chauffé suffisamment fort pour que la cloche du truc, en fait, elle fonde. Donc ça fait une espèce de grosse patate en bronze. C'est édifiant à voir. Pour cette raison, elle est interdite en Allemagne avec ce contexte idéologique. Des membres de l'unité affirment que la Volksangel inversée, plutôt qu'un symbole de nazisme, merde, j'ai dit le mot, représente des mots de l'expression nation unie ou idée nationale, en ukrainien, idée nazi. Nazi ? Ah, ya Un combattant qui se présente comme étant non gros naze est surpris d'entendre que le symbole de Zob était celui de la 2e division The Reich. Ah bon? Alors, ouais, ça c'est le truc. Hein. Alors c'est plutôt rigolo quand même parce que... Attends, on va regarder parce que j'ai regardé ça. Ouais. Crampon bidule, alors ça c'est crampon héraldique. Hein. Et donc on a la 2e division là, la fameuse, on a Svoboda, et on a régiment Zob. Mais, alors oui, ils ont inversé le truc. Mais il y a eu un précédent quand même avec un certain franco-camerounais. C'est pas parce que le truc il est inversé que ça veut pas dire la même chose en fait. Hein. Il me semble. Enfin, moi je dis ça. Je sais pas. Ce qui est valable pour les franco-camerounais doit être valable pour les ukrainios non plus. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dois encore faire du mauvais esprit. Blablabla. Le soleil noir en fond, un soleil noir de couleur inversée, également employé comme symbole des nazes. C'est ça le soleil noir. Alors, on va regarder. Hop là, revient. Voilà, on le voit donc ce magnifique blason, hein, donc le identité nationale, là, hein. le fameux truc qui est censé être un faucon, la mer de Zob et le soleil qui n'est pas noir, du coup il est blanc, mais c'est le même symbole. Quoique, attends, ils l'ont inversé ou quoi le... Parce que là en fait il tourne comme ça. Hop, ouais, bon, bref, pas. Alors, j'en étais où? Hop, ça on a vu, je crois qu'on a vu, voilà, on était là. Autre symbole de naze, en septembre 2014, une équipe de la télévision norvégienne de la chaîne TV2 a filmé pendant un reportage sur l'unité des miliciens du bataillon Zob portant des casques frappés du symbole SESE et de la croix G. Instrumentalisation par la propagande russe. Ah oui, évidemment. Depuis le début de la guerre du Donbass, la présence d'un groupe d'extrême droite à l'idéologie de gros nazes sert à la propagande russe pour discréditer l'Ukraine, malgré le caractère marginal de l'unité dès 2014 et la perte du soutien de sa mouvance. Pas étonnant, hein, bon. Propagande, il y en a dans tous les coins, donc voilà.
Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention et de la radicalisation menant à la violence, tu parles d'un bordel, affirme que l'effet de la propagande russe est important. Le cas du régiment Zob a été utilisé pour dépeindre l'Ukraine comme naze. Mais ça reste très minoritaire dans le mouvement de défense de l'Ukraine. Le rôle de cette organisation demeure surévalué. Alors je trouve quand même... Tu sais, c'est toujours une minorité de connards qui foutent le bordel pour la majorité. Il n'y a qu'à voir MJ, ou le Bouzeux, ou Usul. Voilà, t'as une minorité de connards qui foutent le truc et qui font chier tout le reste du bordel. Mais eux sont dangereux. Voilà, c'est toujours une minorité de cons qui sont dangereux. Je pense que parmi les chleux de la dernière guerre, il n'y en avait pas forcément énormément qui étaient à donf dans le délire du NSDAP. Et pourtant, la minorité qui était à donf dedans, bah, eux, ils ont fait un sacré merdier. Donc, c'est pas parce que c'est minoritaire que c'est pas problématique. Surtout quand il s'agit de mouvances extrémistes à tendance véritablement violente. Voilà. Alors, l'acteur récompensé et ancien combattant de Zob, Sergei Filimonov, lié à des agressions envers les minorités dont la communauté rome, déclare que c'est la propagande russe qui nous dépeint comme des hachistes et qui répète que les forces pro-russes doivent libérer les Ukrainiens parlant le russe de l'emprise des hachistes et assure ne pas être contre les crépus. Bon. Alors, oui. Je vais quand même donner, hein, j'ai commencé à donner un peu mon avis là-dessus, quoi, mais... Ce qui s'est passé, en fait, les pro-russes, comme on dit, c'est que, après l'Euromaïdan, il y a eu une loi interdisant l'utilisation des langues régionales, en particulier le russe. Et vu que, dans l'est de l'Ukraine, il y a une très grosse majorité qui parle russe, et quasiment que russe pour certains, voire complètement que russe, l'interdiction de cette langue faisait que ils n'avaient aucun accès à la fonction publique, ils n'avaient aucun accès même à des trucs à la con, donc ça a commencé à couiner, mais au début ils n'ont pas voulu être séparatistes, hein. Ils ont voulu simplement être considérés en tant que tels. Et la seule chose qui se sont pris dans la gueule, c'est les connards de Pravi Sector et les connards de Zob. Donc forcément, il y a eu une réaction assez épidermique, dirons-nous. Hein, et que évidemment, ils se retournent un petit peu contre la petite mère Russie pour être soutenus, c'est pas étonnant. Alors, bon, allez, on va faire un petit point sur les réactions occidentales et on va pouvoir terminer cette trop longue vidéo que je vois, elle fait 52 minutes 53. Hop. En 2015, Jason Kenney, ministre canadien de la Défense dans le gouvernement Harper, affirme que Zob n'était rien de plus qu'un petit nombre de brebis galeuses et ne recevrait pas de soutien canadien. Or, les relations entre Zob et le Canada ne sont pas rompues. Comme le témoigne la rencontre entre les membres de la direction de Zob et des officiels de l'armée canadienne en juin 2018. En octobre 2019, 40 membres du Congrès américain, à l'initiative du député démocrate Max Rose, c'est une rose énorme, hein, voilà, il a bien une tête de grosse rose, hein. Enfin, je sais pas. Ont signé une lettre demandant au département d'État américain, équivalent du ministère des Affaires étrangères, de désigner Zob comme une organisation terroriste étrangère. Sans succès. Et ouais. Et dommage, mon pote Max, hein, t'as vu. Hein. En 2019, des ambassadeurs des pays du G7 demandent au gouvernement ukrainien d'agir contre les ultranationalistes ukrainiens tels que Zob. Voilà. La députée américaine Elissa Slotkin, présidente de la sous-commission du renseignement et de lutte contre le terrorisme, a appelé début 2021 le secrétaire d'État Anthony Blinken à désigner Zob comme une organisation terroriste étrangère. Alors j'ai envie de dire, il y en a une, elle doit être un petit peu ruskov sur les bords, peut-être un peu ukrainienne, je sais pas, enfin ukrainien, russe, en fait c'est la même chose, hein. Y a qu'entre eux qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est les mêmes connards. Et Anthony Blinken, lui, il doit être un petit peu plus cheleux, donc je suis pas sûr qu'ils arrivent à se mettre d'accord, t'as vu.
Et d'ailleurs, je crois qu'ils se sont pas mis d'accord du tout. Après l'invasion russe de 2022, Facebook, voilà, on a vu, autoriser les discours en faveur du bataillon Zob, qui avait pourtant été banni en 2019, du moment que les propos soient en rapport avec leur intervention militaire. Voilà, voilà. Alors, pour les extrêmement nombreuses personnes qui auront vu cette vidéo, et donc les encore plus nombreux qui en arriveront jusque-là, non, je ne suis pas payé par le FSB, hein. Ou alors ils ont oublié mon chèque depuis 38 ans, ces enculés, hein, d'ailleurs. Hein. Je veux ça avec les toutes les indemnités qui vont avec, hein, et je veux pas être payé en roubles, hein, les cocos. Hein. Moi, je veux du pétrodollar. Ah. Bon, allez, sur ces belles paroles, c'était l'oncle Gurga. Bisous les petits gnous.